invité ce jeudi, c'est Manuel Bompard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le député La France Insoumise de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône. On va parler dans cette émission des questions d'actualité avec notamment cette marche contre l'antisémitisme prévue dimanche à 15h à Marseille devant la préfecture. Les dossiers marseillais avec la fermeture des métros à 21h30, la lutte contre le trafic de stupéfiants, la lutte contre l'habitat indigne et puis les ambitions de la France Insoumise à Marseille à maintenant près de 3 ans des élections municipales. Marseille Politique, c'est parti. Manuel Bompard, vous faites partie des 2 députés des Bouches-du-Rhône. Alors vous, Manuel Bompard et Sébastien Delogu, la France Insoumise également, qui avaient demandé au maire de Marseille de hisser le drapeau de la Palestine sur le fronton de la mairie en hommage à tous les innocents décédés dans ce conflit. C'est ce que vous avez écrit dans le communiqué. À l'heure où l'on se parle, toujours aucune nouvelle de la mairie. Comment vous l'interprétez ? Je ne sais pas, j'espère qu'ils vont répondre favorablement à cette proposition. Je crois qu'on est en train d'assister, on assiste depuis plusieurs semaines à Gaza à un massacre, avec à l'heure actuelle plus de 10 000 personnes qui sont décédées sous les bombardements de l'armée israélienne. Et il me semble qu'il est du devoir, de la responsabilité de la mairie de Marseille, mais des collectivités locales de manière générale, d'exprimer leur émotion, leur solidarité. On l'a fait pour les victimes civiles israéliennes. On a brandi le drapeau israélien sur certaines collectivités territoriales. On l'a fait pour les victimes civiles ukrainiennes. On l'a fait, et on a bien fait de le faire. On l'a fait pour les victimes civiles arméniennes, et on a bien fait de le faire. Je pense qu'il est légitime de faire la même chose pour les victimes civiles palestiniennes. Et je crois que sinon, on donne le sentiment que finalement, certaines victimes ont moins de valeur que d'autres. Et je pense que si c'est ça le message qu'on laisse entendre ou qu'on donne le sentiment d'envoyer, je pense que c'est une erreur. Il y a cette aide, et juste pour préciser qu'il y a l'aide qui a été annoncée cet après-midi de 80 000 € de la mairie de Marseille. Ça va être acté lors du prochain conseil municipal à destination des personnes qui vivent à Gaza pour les aider. On parle de solidarité en termes d'argent. Il y a cette aide de 80 000 €. Vous en pensez quoi ? C'est bien, c'est une bonne chose. Écoutez, je pense que on a besoin de prises de parole qui soient plus fortes que ce qu'ont été, y compris les prises de parole du président de la République depuis maintenant plusieurs semaines. J'ai vu qu'aujourd'hui, pour la première fois, et c'est une bonne nouvelle, le président de la République français a dit il faut travailler à un cessez-le-feu. C'est la proposition que nous portons depuis le 7 octobre. Depuis le 7 octobre, nous disons il faut aller vers un cessez-le-feu. Il ne faut pas accepter qu'on réponde à un massacre. Le massacre qui a été les agressions bien évidemment inacceptables du Hamas contre les populations civiles israéliennes. Il ne faut pas accepter qu'on réponde à un massacre par un massacre. Et donc il faut faire en sorte qu'on puisse aller vers un cessez-le-feu le plus rapidement possible, avec l'arrêt des bombardements, avec la libération des otages. Il y a aussi des otages français. Vous disiez il ne faut pas faire de distinguo entre les victimes civiles. Oui. Pourtant, dans le premier communiqué de LFI, le 7 octobre, il n'y a pas de mention de condamnation de ces massacres. 1400 morts israéliens, dont 39 français. Ce n'est pas vrai ce que vous êtes en train de dire. Je suis désolé. Dans le premier communiqué, dans le premier communiqué que vous pouvez, si vous voulez, passer, la France Insoumise dit très clairement qu'elle pleure l'ensemble des victimes. Et en ce qui me concerne, vous pourrez retrouver la première prise de parole que je fais sur le sujet, qui est le lundi 9 octobre à la télévision. Le 9 oui. 2 jours après, quoi. Non, mais d'accord, mais ça, c'est ma première prise de parole à moi. Mais avant cela, vous pourrez retrouver le tweet de Jean-Luc Mélenchon, la prise de parole de mon groupe parlementaire, ou notre condamnation des attaques et des agressions du Hamas est bien évidemment totale. Mais cette condamnation-là, elle est totale et elle ne peut pas être à géométrie variable. Et à partir du moment où vous avez une armée, l'armée israélienne, qui commet à l'égard des populations civiles de Gaza ce que toute la communauté internationale est d'accord pour qualifier de crimes de guerre, à partir du moment où l'armée israélienne commet ces crimes de guerre, la France, elle doit les condamner et elle doit agir pour un cessez-le-feu. Mais ce qu'a fait le Hamas, c'est même pas un des actes terroristes ou barbares pour vous? Comment vous les qualifieriez? Ils sont barbares, bien sûr, bien évidemment que ce sont des actions. Ils sont pas terroristes, ils sont juste barbares. Bien évidemment que ce sont des actions barbares. Ce sont des crimes de guerre, peut-être même des crimes contre l'humanité. Ça, c'est la Cour pénale internationale, si un jour elle est saisie, qui devra statuer sur ce sujet. Et je souhaite qu'elle puisse le faire, qu'elle puisse y compris en poursuivre les auteurs.
Mais ce que je vous disais, c'est que il y a 10 000 morts depuis maintenant un mois. Et on ne peut pas rester insensible à ça. Et d'ailleurs, je crois que les Marseillaises et les Marseillais ne sont pas insensibles à ça. La preuve, ils ont participé massivement aux différentes manifestations qui auront lieu. Il y a une nouvelle manifestation ce samedi à 14h. Il y a eu beaucoup de manifestations j'appelle pour les gens Gaza. à y participer. Il y a eu beaucoup de manifestations pour Gaza, pour ces milliers de morts à Gaza. Il y a aussi des marches contre l'antisémitisme organisées ce week-end au niveau national, au niveau régional, à Marseille. Est-ce que vous allez y participer? Mais moi, par exemple, en ce moment même où on se parle, il y a à Paris une manifestation, un rassemblement qui est organisé devant le gymnase Japy pour commémorer ou pour rendre hommage aux victimes de ce qu'on a appelé la nuit de cristal. C'était avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était des agressions antisémites et des pogroms antisémites qui étaient inacceptables. Donc moi, je participe à toutes les initiatives qui permettent de dénoncer l'antisémitisme. Mais en 2023, la nuit de cristal, ça date un petit peu là, pour 2023. Oui, mais je suis en train de vous répondre. Je participe, moi, à toutes les initiatives qui permettent de dénoncer l'antisémitisme et toutes les formes de racisme. Mais je ne suis pas d'accord, et je préfère le dire franchement et clairement. Pour participer à des manifestations contre l'antisémitisme avec des responsables d'un parti, je pense au Rassemblement national ou à Reconquête, qui ont été fondés par des personnes qui ont été condamnées pour négationnisme et antisémitisme. Je pense qu'en faisant ça... Pourquoi vous n'organisez pas la vôtre? Pourquoi vous ne pouvez pas organiser une manif pour l'antisémitisme? Vous n'avez pas songé à cette option-là? J'étais justement en train de vous dire que ce soir, par exemple, nous participions déjà à une première manifestation contre la nuit de l'antisémitisme. cristal, donc avec un peu de retard, mais bon... Mais non, c'est pas avec un peu de retard, monsieur. Vous savez, c'est une manifestation dans laquelle les revendications sont très claires. C'est la lutte contre l'antisémitisme, c'est la lutte contre toutes les formes de racisme, c'est la lutte contre le fascisme. Et peut-être que dimanche, nous participerons aussi à une autre manifestation. Mais moi, je ne marcherai pas côte à côte avec un parti dans lequel il y a des personnes qui, par exemple, c'est le cas du Rassemblement national, un député du Var, qui tenait, jusqu'à il y a encore quelques années, une librairie dans laquelle on vendait des ouvrages négationnistes. Je ne marche pas contre l'antisémitisme avec des gens comme ça. Est-ce que vous comprenez aussi que ça donne le sentiment que vous laissez aux élus du Rassemblement national et aux élus Reconquête le combat de l'antisémitisme? Non, je ne crois pas que je le laisse, justement. C'est pas ce que je dis, mais que ça donne le sentiment. Si certains ont ce sentiment, je leur dis qu'ils se trompent, puisque précisément, je vous le redis si vous voulez, nous participons dès ce soir à un rassemblement contre l'antisémitisme. Et nous participerons, j'espère, dans les prochains jours, à d'autres initiatives qui seront prises contre l'antisémitisme. Mais sans l'extrême droite, sans les personnes condamnées pour antisémitisme, sans les personnes qui profèrent à longueur de journée des propos racistes, parce que quand on lutte contre une forme de racisme, on lutte contre toutes les formes de racisme. Mais juste une marche pour l'antisémitisme. Pour l'antisémitisme, non. J'ai pas envie de participer à une marche pour l'antisémitisme. Je pense contre l'antisémitisme. Contre l'antisémitisme. Juste une marche contre l'antisémitisme. Juste contre l'antisémitisme. Il y a eu des centaines d'actes antisémites en France, des tags ces dernières semaines. Juste une manifestation uniquement sur l'antisémitisme. Mais je n'ai pas de problème à dénoncer l'antisémitisme. J'en ai aucun problème sur ce sujet. Mais entendez que je n'ai pas envie de le faire avec des gens qui eux-mêmes ont été condamnés pour antisémitisme ou qui eux-mêmes profèrent des propos racistes depuis maintenant plusieurs semaines. Donc je pense qu'il y a une forme de cohérence dans mon positionnement et je dis à tout le monde, ressaisissez-vous. On ne lutte pas contre l'antisémitisme avec des antisémites. Pour parler de LFI, Raquel Garrido a été coupée de micro à l'Assemblée nationale. Elle dénonce un crime de lèse-majesté duquel on l'accuse. Qu'est-ce que vous répondez à ça? D'abord, elle n'est pas coupée de micro. Elle ne peut pas seulement prendre la parole au nom du groupe parlementaire. Elle peut tout à fait prendre la parole au sein de l'hémicycle et il n'est pas dans notre pouvoir de l'empêcher de le faire. Pour le reste, elle s'est livrée un certain nombre d'actions, de contestation des décisions qui avaient été prises collectivement par le groupe, de dénigrement de ses collègues sur la place publique, un certain nombre de pratiques qui ne sont pas acceptables dans un groupe humain, dans tout groupe humain. Et donc il était normal, et c'est la décision qu'a pris notre groupe parlementaire, de lui infliger une sanction, et j'espère que ça permettra que ce type d'agissement ne se reproduise plus. Deux questions d'actualité rapidement. À Marseille, les riverains sont en colère du boulevard de la Libération parce qu'il va y avoir l'ouverture d'une salle de consommation à moindre risque, ce qu'on appelle communément une salle de shoot, pour encadrer la prise de stupéfiants. Vous en pensez quoi? Vous êtes pour ou contre? Moi, je suis favorable sur le principe à ces salles de consommation. Là où elles ont été mises en place, elles ont produit des résultats. Elles permettent à la fois une prise en charge des personnes qui sont enfermés en quelque sorte dans la consommation de drogue pour permettre de les aider à en sortir, et en même temps ça permet de sécuriser aussi pour les riverains le fait que cette consommation ne se fasse pas sur la place publique. Donc moi sur le principe j'y suis favorable.
toutes les expériences. Mais je vais finir de répondre à la question. Sur le principe, j'y suis favorable. Après, je comprends qu'il puisse y avoir des interrogations sur le lieu où on implante ces salles de consommation. La Libération et des milliers d'élèves quand même qui. Voilà. Donc non, mais j'entends qu'il puisse y avoir. Non, mais justement, je vous dis, j'entends qu'il puisse y avoir des inquiétudes et je souhaite et je pense que la bonne solution, c'est de faire en sorte qu'il y ait un travail de concertation avec les associations qui travaillent sur ce sujet, avec les riverains, pour qu'on trouve les lieux adéquats pour accueillir ce type de structure. Mais je pense que ce type de structures sont utiles. Sur la fermeture du métro à 21h30, est-ce que ça vous a surpris? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je pense que ça n'a pas surpris que moi. Vous savez, je crois que ça a surpris beaucoup de gens. D'abord, j'ai trouvé que cette décision était d'une brutalité totale. On a appris ça dans une fuite dans la presse 2 semaines avant la mise en œuvre de cette fermeture, que ça a donc choqué beaucoup de gens, et à juste titre. Il y a des gens qui travaillent le soir, qui ont besoin du métro pour aller sur leur lieu de travail. Il y a des gens qui ont envie de pouvoir aller boire un café en centre-ville le soir et qui ne peuvent plus y aller. Il y a des bus de substitution qui font les mêmes trajets que le métro. Oui, enfin, avec des changements nécessaires parfois, avec des arrêts qui ne sont pas desservis parfois, avec des difficultés qui sont de circulation qui rendent cette proposition de substitution Donc vous étiez contre. Bien moins efficace. Je suis totalement opposé à cette fermeture. Je pense que c'est une grave erreur. Je pense qu'il y avait des alternatives possibles dans d'autres villes. On a fait des modernisations des rames. Apparemment, le métro marseillais est très vieux, et si on faisait le matin, si on repoussait l'horaire d'ouverture le matin, ça aurait pénalisé des travailleurs du matin de 4h30. Mais moi, je n'ai pas proposé de le faire le matin. Mais qu'est-ce que vous proposez justement? Qu'est-ce que vous comptiez faire? Écoutez, d'abord, je pense que cette décision doit être annulée. Je pense que cette décision doit être annulée, et je pense qu'il doit y avoir une concertation pour faire en sorte que ces rénovations, si elles sont indispensables, se fassent comme ça s'est fait à Lyon, comme ça s'est fait à Paris, de manière perlée. C'est-à-dire qu'on puisse dire, dans le mois, il y aura 3 soirs où là, le métro ne fonctionnera pas, que les choses soient annoncées à l'avance pour que les gens puissent prendre leurs dispositions, et qu'on étale, s'il faut, le calendrier de telle sorte que ça soit moins pénalisant. C'est pénalisant pour des salariés. Vous comptez porter plainte, demander un écoutez, nous, on a fait une pétition. Il y a plusieurs milliers de signataires déjà. Et moi, je souhaite, et je m'adresse par là même à la métropole, à la présidente de la métropole, il faut abandonner cette très mauvaise idée, et il faut faire en sorte qu'on ait un dispositif qui soit moins pénalisant pour les Marseillaises et les Marseillais, moins pénalisant pour les salariés, moins pénalisant aussi, je veux le dire, parce que, par exemple, les associations de commerçants ont protesté contre cette décision parce qu'ils vont être directement pénalisés. Je pense que c'est une très mauvaise idée, qu'il faut revenir dessus. Les restaurateurs notamment. Les restaurateurs notamment. On va passer au logement. 5 ans après la rue d'Aubagne, où en est-on? Est-ce que la ville en fait assez? Est-ce que les autres institutions en font assez pour vous? D'abord, je veux dire que dimanche dernier avait lieu l'hommage auquel j'ai participé avec un certain nombre de mes collègues. Et je pense que c'est important de participer à ces moments d'hommage parce que à chaque fois, quand il y a une catastrophe de cette nature, il y a tout de suite un moment d'émotion. On dit tout va changer, plus rien ne sera comme avant. Et puis une fois que le moment d'émotion est passé, c'est un peu la routine qui reprend le dessus. Donc je pense qu'on a besoin de faire beaucoup plus pour empêcher que ce type de drame se reproduise. Il faut d'abord renforcer les sanctions, les pénalisations contre les marchands de sommeil. C'est ce que demande Benoît Payan. Vous trouvez que c'est bien son texte? Écoutez, je vais vous dire, le maire de Marseille a fait une proposition sur ce sujet précis de pénaliser les marchands de sommeil. Je suis d'accord avec les propositions qu'il fait et je suis prêt, moi, à l'intégrer dans une proposition de loi sur laquelle je travaille, de lutte contre l'habitat indigne, dans lequel ces propositions auraient toute leur place. Je pense pour autant que la lutte contre l'habitat indigne ne peut pas se réduire à la lutte contre les marchands de sommeil. C'est une partie. Bien, il y a déjà une proposition de loi. Qu'est-ce que la vôtre ajoute? Non, projet de loi. Oui, ils ont mis sur la table 3 articles et honnêtement, je me retrouve dans ces 3 articles. Moi, je souhaite qu'on travaille et j'ai commencé ce travail et je suis prêt à le faire avec tous ceux qui veulent le faire. D'ailleurs, les associations, les collectifs, pour qu'on ait une proposition de loi plus ambitieuse avec plus d'articles qui, en plus de la pénalisation des marchands de sommeil, inclut par exemple l'extension du permis de louer au niveau national, le fait d'introduire, pourquoi pas, ce qu'on pourrait appeler un contrôle technique, un peu comme il y a un contrôle technique sur les véhicules, que régulièrement on fasse un contrôle technique, des mesures législatives et de financement qui permettent d'accélérer et de faciliter les opérations de rénovation de l'habitat insalubre. Il y a un travail immense à faire sur le sujet, il y a des dizaines de milliers de logements insalubres à Marseille et pour l'instant les travaux qui ont été engagés, ça va être quelques centaines et peut-être quelques milliers en 2024. Honnêtement, à ce rythme-là, on va prendre beaucoup de temps. Donc je pense qu'il faut aller beaucoup plus vite et pour ça il y a besoin de déverrouiller un certain nombre de blocages dans la loi et en tant que député, je suis bien évidemment prêt à le faire et donc tous ceux qui voudront le faire avec moi seront les bienvenus.
Concernant le trafic de drogue, on en est déjà à plus de 45 morts en 2023, on en était à 36 en 2022, c'est énorme. Quelles sont les réponses pour vous à apporter? D'abord, je veux dire qu'à chaque fois qu'il y a des victimes, il y en a eu beaucoup trop cette année. C'est un triste record, en quelque sorte. À chaque fois qu'il y a des victimes, il y a des familles qui sont endeuillées. Et je voudrais d'abord dire qu'il faut bien sûr avoir une pensée pour ces familles, mais aussi que bien souvent, elles se retrouvent seules face à ces drames. Et que je pense que, et c'est ce que demandent des collectifs, comme le collectif des familles de victimes, par exemple, je pense qu'il y a d'abord besoin d'un travail d'accompagnement psychologique, d'accompagnement au logement, pour les personnes qui sont victimes, d'accompagnement à la justice, parce qu'elles ont le droit à avoir justice, pour les personnes qui sont des familles, des victimes, des gens qui meurent. Ça me paraît très important. Deuxièmement, on sait bien que si on veut apporter une réponse qui soit une réponse concluante à ces difficultés, il faut un travail d'enquête, il faut un travail d'investigation, il faut aller démanteler des réseaux de trafic de drogue, des réseaux de trafic d'armes, des réseaux de blanchiment d'argent. Et ça, pour ça, il faut davantage de moyens dans la police d'investigation. Moi, je propose et je souhaite, au niveau national, mais ça s'applique aussi à la ville de Marseille, qu'on double les effectifs de la police judiciaire. Vous savez, la police judiciaire aujourd'hui, un enquêteur de la police judiciaire, il a plusieurs centaines de dossiers sur son bureau. C'est déjà ça, ils sont déjà en train de doubler les effectifs de la police judiciaire à Marseille, quoi. Non, doubler, non, malheureusement. Il y a quelques créations de postes dans la police judiciaire. Quand vous discutez avec les gens qui s'y connaissent bien, ils disent que c'est un rattrapage d'un retard. C'est pas suffisant. Les enquêteurs de la police judiciaire, ils ont plusieurs centaines de dossiers sur leur bureau. Pour bien faire son travail, il faudra en avoir au maximum plusieurs dizaines. Donc on a besoin de davantage de moyens. Il faut davantage de moyens dans la police judiciaire, davantage de moyens dans la douane. Et ensuite, j'assume de dire que tôt ou tard, et le plus tôt possible, il faudra ouvrir le débat sur la légalisation du cannabis, parce qu'on voit bien que notre politique de prohibition, avec une législation en France qui est parmi les plus répressives en Europe. Vous êtes pour la légalisation ? Je suis pour la légalisation du cannabis. Je pense que la logique qui est la nôtre aujourd'hui, de considérer que par la répression, on va permettre de réduire la consommation, elle est contre-productive. J'étais en train de vous le dire et je m'arrête là. En France, on a la législation la plus répressive en Europe et on a le pays qui consomme le plus. C'est bien qu'il y a un problème quelque part. On va juste regarder à nouveau ensemble le chiffre des personnes qui ont été tuées depuis le début de cette année 2023. Vous nous avez expliqué votre vision à long terme, mais on voit bien avec ce chiffre qu'il y a urgence à court terme. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter qu'il y ait encore un mort la semaine prochaine ? J'ai essayé de vous faire des propositions, beaucoup plus de moyens pour démanteler les réseaux, beaucoup plus de moyens pour empêcher le trafic. Et ça continue. Ah oui, mais donc c'est pas moi malheureusement qui suis aux responsabilités. Donc il faut aller plus vite, il faut aller plus fort pour faire en sorte que ces réseaux soient démantelés, parce que cette situation elle est intenable pour les Marseillaises et les Marseillais. Ça peut pas continuer comme ça. Et malheureusement, ça fait maintenant depuis plusieurs mois que ça dure et on n'a pas l'impression que l'électrochoc La nouvelle brigade de CRS par exemple, c'est bien ou pas bien? Mais à court terme, là vraiment, on est dans l'urgence. Oui, mais écoutez, franchement, toutes les personnes un peu sérieuses sur le sujet, elles vont vous dire le problème de la brigade de CRS, c'est que vous allez la mettre sur un point de deal. Le point de deal, le jour où la brigade de CRS sera sur ce point de deal, le point de deal ne fonctionnera pas, il se déplacera dans un autre quartier. Et comme vous n'allez pas mettre une brigade de CRS dans chaque quartier, vous n'allez pas résoudre le problème. Il faut résoudre le problème en profondeur. Résoudre le problème en profondeur, ça nécessite un travail d'enquête, un travail d'investigation, ça nécessite de s'attaquer au haut du panier. Pourquoi on a été capable, par exemple, de geler les avoirs des oligarques russes quand la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine, et qu'on n'est pas capable de geler les avoirs des grands trafiquants, des narcotrafiquants qui s'en mettent plein les poches, qui s'enrichissent sur le dos de cette misère, de ces souffrances, de ces... Il y a un travail pour suivre l'argent quand même qui est fait. Il y a des biens qui sont saisis, il y a des choses qui sont honnêtes. Franchement, pas suffisamment. Voilà. Donc je veux bien accepter l'idée que c'est pas si facile que ça de régler le problème. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je pense qu'on peut faire bien mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Le dernier grand dossier marseillais, le plan Marseille en grand, avec un gros effort de l'État en termes financiers, 5 milliards pour la ville de Marseille. C'est bien, ça vous paraît suffisant? Moi, je vais pas refuser des euros, des financements. Maintenant, je vois bien qu'il y a des grandes annonces, il y a des grandes opérations de communication, et après la concrétisation, elle prend du temps. Prenons le dossier des écoles. Le dossier des écoles, on sait qu'il y a à peu près 200 écoles qu'il faut rénover de manière le plus rapidement possible. Je crois que cette année, sauf erreur de ma part, il y a 4 chantiers qui sont arrivés à expiration. Là aussi, logement, par exemple. Là aussi, j'ai bien conscience que ça prend du temps. Mais à ce rythme-là, on en a encore pour 10 ans ou pour 20 ans. Donc je crois qu'il faut accélérer les procédures. Je crois qu'il faut aller plus vite, il faut plus de volonté politique.
Je ne sais pas où sont les blocages, pour être honnête. Parfois, c'est la métropole. Parfois, je ne dis pas que c'est facile, je veux donner de leçons à personne, mais on ne peut pas accepter que cette situation, elle dure encore pendant des mois et des mois. Les écoles primaires, on est sur des compétences de la mairie. Oui, oui, bien sûr. Non, non, mais je ne le conteste pas. Mais je sais qu'il y a d'autres dossiers liés au logement, où là aussi, il y a des financements. Et on sent que ça prend malheureusement trop de temps et trop de retard. Mais je pense que les moyens, c'est bien. Mais au-delà des opérations de communication, quand le président de la République vient et il annonce des millions et des millions. Après, l'impact sur la vie des gens, ça met plus de temps à arriver. Manuel Bompard, Benoît Payan arrive à la moitié de son mandat, au bout de 3 ans. Comment vous le jugez, son bilan? Je pense qu'il y avait besoin, il y avait une aspiration très forte dans la ville à une rupture avec des années de gouvernance par la droite, et que cette rupture-là, elle a été positive. Et après, je vois bien que dans l'exercice du mandat, il y a des difficultés, il y a parfois des insatisfactions. Et moi, j'espère que tous les engagements qui ont été pris par la nouvelle municipalité marseillaise seront concrétisés. En tout cas, à la France Insoumise, nous ne sommes pas représentés au conseil municipal, nous ne participons pas de la majorité municipale et nous avons un certain nombre de propositions à formuler pour améliorer la vie des habitantes et des habitants, et on aura l'occasion de le faire dans les prochains mois. En tout cas, ce que je peux vous dire... Vous les voyez comment ces prochains mois, les prochaines élections municipales à Marseille? Les prochaines élections municipales, elles sont dans 3 ans. Ça vous paraît loin, mais vous souhaiteriez présenter un candidat? Écoutez, franchement, moi je pense que ce serait un peu indécent de se poser d'ores et déjà la question de dans quelle configuration politique vont se faire les prochaines élections municipales. Je pense que les Marseillais et les Marseillais sont confrontés à des pour une alliance, c'est quand même mal parti, puisqu'au niveau national, c'est la NUPES. Non, mais je vais répondre à cette question, vous inquiétez pas, je ne vais pas l'esquiver, mais je veux juste vous dire, je pense que la priorité, ça doit être d'abord s'adresser aux difficultés que rencontrent les gens aujourd'hui au quotidien. Les difficultés, c'est l'inflation, c'est l'augmentation des prix, on n'en a pas parlé là, on n'a pas eu le temps, mais c'est quand même le principal sujet de difficulté auquel sont confrontés les gens aujourd'hui. Donc moi, je ne vais pas rentrer là, si vous voulez, dans des calculs politiques de qu'est-ce qui va se passer dans 3 ans. Pour le reste, la France Insoumise, c'est une force présente à Marseille, avec de nombreux militants, militantes, qui font un travail de terrain. On a parlé du métro, on a parlé de Gaza, qui sont engagés dans ces mobilisations et dans ces combats. Et donc la France Insoumise, elle prendra sa part dans la prochaine élection municipale. Elle portera des propositions, elle portera un programme. Dans quelle configuration? Je pense qu'on verra ça un petit peu plus tard. Aurélien, on va regarder les résultats des dernières élections municipales avec les scores. Regardez, des dernières élections, non pas municipales, mais présidentielles, bien sûr. Regardez les scores, peut-être qu'on peut les commenter ensemble. Manuel Bompard. Je pense que d'abord, à l'élection présidentielle, le résultat de Jean-Luc Mélenchon à Marseille a été très important. C'est la démonstration que les idées que nous portons rencontrent un écho très important dans la population marseillaise. Aux élections législatives, nous avons élu 3 députés à Marseille. Nous aurions pu en élire davantage d'ailleurs avec nos partenaires de la NUPES. Donc je pense qu'il y a une aspiration. Mais au niveau municipal, vous ne pesez pas, quoi. Vous n'arrivez pas à peser, quoi. Vous pas... On verra, ça sera dans 3 ans. La NUPES n'a pas pu être fait au niveau local. Au niveau national, on voit qu'en ce moment, ça bat de l'aile. C'est vrai. Et là, ça va être compliqué pour repartir unis pour 2026, pour LFI plus... en tout cas, nous, on n'y était pas la dernière fois. Donc, de ce point de vue-là, on a peu de points de... Ça a déjà été un échec pour vous alliez à la nouvelle majorité. De comparaison. Et là, ça va être compliqué, quoi. Écoutez, un échec dans lequel on fait 30% des suffrages exprimés à l'élection. Oui, enfin, c'est les gens d'ici qui ont voté, vous êtes d'accord? Quand vous regardez ces résultats, est-ce que ce sont les résultats Marseille, quand vous regardez, est-ce que vous vous dites Marseille peut être un bastion? Je pense que Marseille l'est déjà d'une certaine manière pour la France Insoumise, qui est très présente à Marseille, qui a des groupes locaux un peu partout sur le territoire, qui a 3 parlementaires qui portent et qui représentent la population marseillaise à l'Assemblée nationale. Et je souhaite effectivement que aux prochaines élections municipales, la France Insoumise, elle soit représentée, elle avance, elle porte les préoccupations des habitantes et des habitants. Vous dites et je 3 souhaite... ans, c'est loin, mais on sait très bien que ça se joue maintenant. Les alliances commencent à se faire plusieurs années avant. Mais on travaille, mais je pense qu'il faut admettre l'idée que et c'est comme ça qu'on a constitué la NUPES, puisque vous me parliez de ça, et sans contester les difficultés auxquelles elle est confrontée aujourd'hui. Qu'est-ce qui a permis de faire la NUPES? C'est qu'on a commencé par un travail sur le programme, sur le fond. Et donc nous, à la France Insoumise, ce que je peux vous dire, c'est que, bien sûr, nous allons travailler un programme
des propositions, en discussion avec les habitantes et les habitantes. Et ce programme, nous le poserons sur la table. Et après, nous verrons bien si d'autres veulent le porter avec nous ou pas. Et vous pourriez le porter à Marseille ? Est-ce que vous pourriez être personnellement, candidat, vous voulez dire, écoutez, moi je suis député, je pense que j'ai beaucoup de travail, je suis coordinateur de la France Insoumise au niveau national, j'essaye de bien faire mon travail de parlementaire et de représenter les habitantes et les habitants qui m'ont élu. Donc aujourd'hui, honnêtement, le sujet, et ce serait assez indécent de dire dans 3 ans, je vais être candidat à telle ou telle élection. Mais ne vous inquiétez pas, à la France Insoumise, il y a beaucoup de gens avec beaucoup de talent et il y aura beaucoup de gens avec beaucoup de talent qui s'engageront dans la campagne municipale à mes côtés. Et moi, je souhaite et j'aspire à ce que la prochaine gouvernance marseillaise, elle soit aussi représentative de tous ces talents. Mais vous ne fermez pas la porte, Aurélien ? Je ne ferme la porte à rien, par principe. Mais vous me demandez si je ferme la porte à moi, ma candidature. Franchement, on n'en est pas là. Mais on remarque que vous ne la fermez pas. Et je passe la parole à Aurélien. Si vous voulez, mais je vais vous dire franchement, moi je suis député et je pense qu'aujourd'hui je suis concentré sur mon mandat de député. Quand vous regardez le printemps marseillais, vous les considérez comme des alliés, des concurrents ? En tout cas, nous ne sommes pas alliés puisque nous n'avons pas participé à la liste la dernière fois. Je ne les considère pas comme des adversaires ou des ennemis, bien évidemment. Je souhaite et j'aspire à ce que tout le monde puisse se regrouper. Mais pour que tout le monde puisse se regrouper, il faut que tout le monde puisse se regrouper sur un programme, une proposition qui fasse accord tous ensemble. Moi, je suis favorable au niveau national à la poursuite de la NUPES, donc à cette alliance. Je suis aussi favorable à ce que cette alliance, elle se poursuive au niveau local. Mais pour ça, il faut qu'on soit d'accord sur les propositions que nous avons envie de porter. Merci beaucoup, Manuel Merci à vous.